Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des lésions de l'anneau pelvien. Le topo a été réalisé par Héloïse Bogadoy sous la direction de Johan Le Gallois. L'incidence des traumatismes de l'anneau pelvien est de 28 pour 100 000 par an en France. Cela correspond à environ 3 à 8% de toutes les fractures. On estime une mortalité à environ 8%. Celle-ci est due soit au choc hémorragique secondaire aux lésions du pelvis, soit aux lésions associées crâniennes ou viscérales. Les étiologies sont des accidents de la voie publique à environ 60%, ou une chute de hauteur pour 30%, et un mécanisme d'écrasement pour 10%. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de polytraumatisme le plus souvent et que les patients doivent donc être pris en charge dans un trauma center. Le bassin peut être simplifié sous la forme de en 2D un anneau ou en 3D un entonnoir. Il y a un dysmorphisme sexuel prononcé. En effet, chez l'homme, le bassin est haut et étroit, alors que chez la femme, le bassin est large et moins haut, plus évasé. En plus de l'anneau, on peut également parler de pont. Les deux montants sont constitués par les os iliaques et le sacrum représente la plateforme suspendue et maintenue par les puissants ligaments interosseux. Mais un bassin, ce n'est pas que de l'os, et c'est là tout l'enjeu de la prise en charge. En effet, le pelvis est une zone très richement innervée et vascularisée. On estime que 5 à 20% des patients ont un saignement pouvant menacer le pronostic vital. Ce saignement peut avoir plusieurs origines différentes. Des plexus veineux arrachés sur le déplacement, un saignement artériel actif sur une plaie de vaisseau, un saignement osseux, l'os iliaque saigne énormément. L'hématome rétropéritonéal peut ainsi atteindre 4 voire 5 litres. Dans les autres complications notables, il faut également citer les lésions de l'appareil urinaire comprenant les plaies de vessie et de l'urètre. Leur incidence va jusqu'à 10%, elles sont plus fréquentes chez l'homme. Il y a également les lésions du plexus lombo-sacré par étirement ou arrachement. Nous allons voir quels sont les principaux ligaments qui contribuent à la stabilité de l'anneau pelvien. Nous avons les ligaments intrinsèques de type antérieur qui sont fins et faibles. Ils résistent aux forces de rotation externe de l'ilion sur le sacrum. Ensuite, il y a le ligament postérieur qui est puissant. Il résiste aux contraintes horizontales et surtout verticales. Il comprend le ligament interosseux avec ses multiples faisceaux. Dans les ligaments extrinsèques, il faut citer le ligament ilio-lombaire. Une instabilité verticale du bassin avec une atteinte du ligament ilio-lombaire peut se voir de façon indirecte par arrachement des processus transverses de L4 et de L5. Le ligament sacro-épineux. Le ligament sacrotubéreux, qui est un puissant ligament qui résiste aux forces de cisaillement verticales. L'arche antérieure est la partie fragile de l'anneau. La symphyse pubienne ne contribue qu'à hauteur de 15% à la stabilité pelvienne. Le disque de la symphyse est un fibrocartilage. Pour finir, le ligament inguinal. Parlons maintenant des classifications. C'est Pénal en 1960 qui a introduit le concept d'instabilité dans les 3 plans de l'espace. Il définit une instabilité horizontale et verticale. Tout d'abord, l'instabilité horizontale. Lorsque la symphyse pubienne est ouverte de moins de 2,5 cm, les ligaments postérieurs ne sont pas détruits. L'instabilité postérieure est incomplète, uniquement horizontale et limitée. Au contraire, lorsque la symphyse pubienne est ouverte de plus de 2,5 cm, mais que l'os coxal n'est pas ascensionné, les ligaments sacro-ischiatiques et sacro-iliaque antérieur sont détruits. Cependant, le ligament interosseux reste intact, c'est pourquoi l'instabilité postérieure est incomplète, uniquement horizontale, mais importante. Il y a une instabilité verticale quand on observe un mouvement d'ascension d'un hémibassin par rapport à l'autre. Cela traduit la rupture des ligaments interosseux. L'analyse topographique de Le Tournel apparaît en 1978. Il introduit la notion d'un anneau indéformable qui doit casser à 2 endroits pour pouvoir observer le déplacement d'un fragment. Ainsi, l'arc antérieur peut casser à plusieurs endroits. La symphyse pubienne. L'os pubien. Le pourtour obturé. La paroi antérieure de l'acétabulum. Les fractures transverses de l'acétabulum sont aussi considérées comme des ruptures de l'anneau pelvien.
lorsqu'elles sont associées à des lésions postérieures, sacro-iliaques ou sacrées. L'arc postérieur se rompt au niveau de l'aile iliaque. Au niveau de l'aile iliaque, avec une participation de la sacro-iliaque. Il s'agit alors de fractures en croissant. Au niveau de la sacro-iliaque, de manière pure, au travers de l'aileron sacré et du sacrum. Toujours suivant une analyse topographique, la classification de Denis apparaît en 1988. Ce dernier reconnaît 3 zones de transfixion du sacrum par le trait de fracture par rapport au foramen sacré. Ainsi, un Denis 1 est un trait de fracture passant au dehors, un Denis 2 est un trait de fracture passant au travers, et un Denis 3 est un trait de fracture passant en dedans. Cette distinction topographique a son intérêt puisque, par exemple, les fractures en zone 2, passant au travers des foramen sacrés, sont à plus haut risque de pseudarthrose. L'analyse mécanique, selon Young et Burgess, apparaît en 1990. Elle reconnaît 3 mécanismes principaux qui produisent la rupture de l'anneau pelvien, une compression latérale, une compression antérieure ou un cisaillement vertical. La compression latérale produit une lésion antérieure en chevauchement des branches ilio- et ischio-pubiennes. Le sacrum est fréquemment cassé en impaction. Au maximum, les lésions sont bilatérales. Les lésions de compression antérieure. On peut avoir une compression antérieure sans atteinte postérieure. On peut avoir une compression antérieure avec une atteinte postérieure mais une ouverture qui reste modérée. Ou on peut avoir une compression antérieure avec une atteinte postérieure plus importante. Au maximum, le ligament interosseux est rompu, en plus des ligaments sacro-tubéreux et sacro-ischiatiques. C'est une lésion dite en open book. Le cisaillement vertical, quant à lui, produit une ascension de l'os coxal et une rupture de tous les moyens d'union antérieurs et postérieurs d'emblée. Cette classification est toujours l'une des plus utilisées à l'international et notamment dans la littérature. Elle permet de bien comprendre la physiopathologie des lésions et définit finalement 3 types de lésions dont la prise en charge est différente. Enfin, la classification de Tyle apparaît en 1984, puis modifiée par Lao, Lota et la Sofcon. C'est une classification alphanumérique. Dans les fractures de type A, l'anneau pelvien est stable. Dans le type A1, c'est une fracture parcellaire avec un anneau qui reste continu. Ça peut être une avulsion antérieure, ou un choc direct sur la crête iliaque, ou une avulsion ischiatique. Dans le type A2, on a une fracture de l'arc antérieur avec une stabilité de l'anneau postérieur. Ce sont des fractures stables, peu déplacées. Dans les types B, on a une fracture de l'arc antérieur avec une déstabilisation incomplète, uniquement horizontale, de l'anneau postérieur. Dans le type B1, la compression est antérieure, l'ouverture est soit inférieure ou supérieure à 2,5 cm. L'aile iliaque est en rotation externe et les lésions restent unilatérales. Dans le type B2, c'est une compression latérale, l'aile iliaque est en rotation interne, mais les lésions restent unilatérales. Dans le type B3, les lésions sont bilatérales, mais bien sûr il n'y a aucun signe de cisaillement vertical puisque l'on reste dans un type B. Dans les lésions de type C, on a une rupture complète de l'arc postérieur avec une instabilité verticale. L'os coxal est donc ascensionné. Dans le type C1, la lésion est unilatérale. Dans le type C2, la lésion est bilatérale avec un côté qui est plutôt de type B, instabilité horizontale, et un côté qui est de type C, instabilité verticale. Dans le type C3, enfin, les lésions sont bilatérales avec des 2 côtés ascensionnés. Pour conclure, il faut vraiment retenir que Tyle A, ce sont des lésions stables. Tyle B, ce sont des lésions partiellement stables avec une instabilité qui est uniquement horizontale. Tyle C, ce sont des lésions instables avec une instabilité horizontale et verticale. Parlons un petit peu maintenant de la prise en charge de ces lésions. Quand le patient est stable sur le plan hémodynamique, on prend le temps, il peut aller à l'angio-TDM. En théorie, si le patient est arrivé avec une ceinture, celle-ci doit être retirée pour passer le scanner afin de mieux évaluer les lésions. Dans le cas où on retrouve une lésion stable de type Tyle A. Le traitement est alors le plus souvent orthopédique, habituellement une décharge pendant 6 semaines. Maintenant, si on raisonne selon la classification de Young et Burgess et qu'on définit les lésions selon leur type d'instabilité. En présence d'une instabilité horizontale,
on a plusieurs types de lésions possibles. Les lésions de la symphyse, avec une ouverture par exemple supérieure à 2,5 cm, sont souvent considérées comme une indication d'ostéosynthèse par plaque de symphyse. Bien entendu, cela se fera dans un second temps. Dans les lésions de la sacro-iliaque, il peut exister une indication de vissage. Il faut considérer un principe simple. L'os cicatrise, les ligaments non. Par exemple, en présence d'une atteinte strictement osseuse, peu déplacée, avec une instabilité qui est uniquement horizontale, il est tout à fait licite de faire un traitement orthopédique. En revanche, en présence d'une atteinte ligamentaire avec une ouverture de la sacro-iliaque, c'est une très bonne indication de vissage. En cas d'instabilité verticale, on a des lésions associées de l'arc antérieur et postérieur. Les principes thérapeutiques se font au cas par cas, mais ils sont très souvent chirurgicaux, associant vissage, plaque de symphyse, voire reconstruction plus complexe. Dans le cas où le patient est hémodynamiquement instable, il va falloir prendre une décision rapidement sur un potentiel de stabilisation à visée de damage control. Les seuls examens complémentaires à notre disposition seront la radio de thorax, la fastéco et la radio du bassin de face. L'enjeu des lésions va donc être le saignement. Le but va être de le tarir pour réussir à stabiliser le patient. Pour cela, il y a plusieurs solutions. Tout d'abord, l'embolisation en radiologie interventionnelle. Cela devient de plus en plus la solution de premier recours en cas d'instabilité hémodynamique. Ensuite, nous avons le clan de Gantz, qui a une action surtout postérieure. Nous allons y revenir. Nous avons également le fixateur externe de bassin. Cependant, son effet hémostatique est de plus en plus remis en question. Son intérêt réside surtout sur les très grandes ouvertures antérieures du bassin. Pour finir, il y a le packing pelvien par les chirurgiens digestifs au cours d'une laparotomie exploratrice. C'est souvent discuté dans un second temps en l'absence d'efficacité de l'embolisation. Bien entendu, une fois le patient stabilisé, on peut prendre le temps de faire l'angioscanner. Revenons un petit peu sur les moyens thérapeutiques à la disposition du chirurgien orthopédiste. Tout d'abord, le clan de Gantz. Le clan de Gantz est donc réservé à des patients hémodynamiquement instables et ayant des lésions d'ouverture de l'arc postérieur. Théoriquement, le point d'entrée idéal se situe directement en regard du corps vertébral de S1. Il faut faire attention, un positionnement trop antérieur peut entraîner la perforation de la iliaque et une rotation interne de l'hémibassin. Un positionnement trop postérieur peut entraîner au contraire une rotation externe de l'hémibassin et donc une aggravation de l'ouverture. Et un positionnement trop distal, les pins peuvent glisser dans la grande échancrure et le nerf sciatique. Le fixateur externe, souvent plus utilisé, mais dont les indications deviennent vraiment limitées avec l'avènement de la radiologie interventionnelle. Il est vraiment réservé aux patients instables hémodynamiquement, avec des très grandes ouvertures uniquement antérieures. Il faut bien comprendre qu'il n'a absolument aucune action sur les lésions postérieures. Il existe plusieurs types de positionnement au sein des ailes iliaques. La position dans la crête iliaque. La première fiche se situe 2 cm au-dessus de l'épine iliaque antéro-supérieure pour ne pas risquer de léser le nerf fémoro-cutané. La deuxième fiche se met 1 à 2 cm postérieure à la première. Il peut être difficile à placer sur un bassin très ouvert, car les repères anatomiques changent. En effet, les ailes iliaques peuvent être très horizontalisées, avec une épine iliaque antéro-supérieure qui est très latéralisée. La position subcristale, plus anecdotique, mais décrite dans la littérature. La position supra-acétabulaire. Le point d'entrée se fait au niveau de l'épine iliaque antéro-inférieure, 3 cm en dessous et en dedans de l'épine iliaque antéro-supérieure. Il faut viser direction la sacro-iliaque. On peut se contenter d'une seule fiche, mais on peut également en mettre 2 pour plus de stabilité. Pour conclure, les lésions de l'anneau pelvien requièrent une approche multidisciplinaire, puisqu'il s'agit de polytraumatisme. Il y a vraiment 2 classifications à retenir. La première est celle de Young et Burgess, qui est mécanique, et la deuxième est celle de Tyle. Il y a 3 solutions de damage control qui doivent être maîtrisées par le chirurgien orthopédiste. Le clan de Gantz, le fixateur externe en position supra-acétabulaire et le fixateur externe en position crête iliaque. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonnant à notre chaîne YouTube OrthoLivestream. Merci et à bientôt.